Comment éviter l'apparition du cancer? C'est une question primordiale qui nous concerne tous et vous allez voir pourquoi. La liste des maladies chroniques par mortalité montre que ce sont les cancers la première cause de mortalité dans nos pays occidentaux et notamment en France, suivi de près par les maladies cardiovasculaires. Le cancer est un véritable fléau puisque c'est une vraie menace qui menace une personne sur 3. Et puis, c'est une tragédie humaine. Si on reprend un peu le catalogue des peurs, la peur d'une attaque terroriste est minime, mais la peur d'être touché par le cancer, c'est une personne sur 3. La peur de la mort des suites du cancer et du tabagisme, c'est une personne sur 2, alors que la peur d'un accident d'avion, c'est 1 sur 3 millions. Donc finalement, relativisons un peu les peurs qui sont créées par les médias, par les élites qui nous font peur d'une attaque terroriste, peur d'une attaque virale, etc. Ça concerne 1 sur 2 à 3 millions de personnes, cette peur et cet risque statistique. Alors que la peur du cancer et la peur de mourir d'un cancer, ça concerne une personne sur 3, voire une personne sur 2. Donc c'est un véritable fléau, ce cancer, et la meilleure stratégie, c'est d'éviter l'apparition du cancer, et c'est donc la prévention primaire. En France, entre 1980 et 2005, l'incidence des cancers a plus que doublé. Le cancer est ainsi devenu, devant les maladies cardiovasculaires, la première cause de mortalité. Et certains pensent que l'augmentation des cancers est due à l'augmentation de l'espérance de vie. Mais non, car la fréquence du cancer a été multipliée par 4 en 10 ans chez les femmes de 35 à 45 ans, donc bien avant l'espérance de vie des femmes qui est de 80 ans. Donc on voit que cette incidence des cancers augmente en France. Elle touche des femmes de plus en plus jeunes, et notamment en Europe et aux USA, c'est là où il y a le plus fort taux de cancer, 300 cas pour 100 000 habitants, alors qu'en Asie, le taux de cancer est 3 fois inférieur au nôtre, 100 cas pour 100 000 habitants. Sur cette carte mondiale, nous voyons en violet là où les cancers sont les plus importants, et on voit que cela regroupe peu ou prou le monde occidental, le Canada et les États-Unis sur le continent américain, et toute l'Europe sur le continent européen, excepté la Russie, et en Pacifique, le continent australien. Et on voit que là où l'incidence est la plus faible, c'est en gris, au centre de l'Afrique, et en Inde, et en Bolivie, en Amérique latine, qui correspondent aux pays les plus pauvres de la planète. Donc finalement, le cancer est une maladie de civilisation des pays riches qui épargne peu ou prou les pays pauvres. L'incidence des cancers en Occident, les cancers les plus fréquents en Occident, ce sont les cancers du poumon, tous sexes confondus. Poumon d'abord, côlon, sein, prostate. Et en Asie, les cancers sont différents, c'est plus les cancers de l'estomac, de l'œsophage et du foie. Chez les hommes en Occident, le premier cancer est celui de la prostate, alors que chez les femmes, c'est le cancer du sein. Suivi ensuite chez les hommes du cancer du poumon et du cancer du côlon, et chez les femmes, du cancer du côlon et du cancer du poumon. Mais l'incidence du cancer du poumon chez les femmes augmente du fait de l'augmentation du tabagisme féminin. Et je pense que l'incidence des cancers du poumon va égaler chez les femmes l'incidence du cancer du poumon chez les hommes. On a vu que la mortalité dans les pays riches, la première cause de mortalité, ce sont les cancers, suivis ensuite des maladies cardiovasculaires. Alors que dans les pays pauvres, les cancers touchent surtout la sphère ORL et le poumon
dû au tabac, le col utérin dû aux maladies sexuellement transmissibles et au manque d'hygiène, l'estomac à cause de la conservation par les saumures, par le sel et des huiles de cuisson frelatées, et le cancer du foie dû aux hépatites B et aux pesticides. Ce ne sont pas les mêmes cancers dans les pays riches, et nous l'avons vu, les cancers des pays riches touchent surtout les organes génitaux, prostate et sein prostate chez l'homme et sein chez la femme, et ensuite les cancers du côlon et les mélanomes, qui sont des cancers de la peau beaucoup plus graves que les simples carcinomes épidermoïdes et carcinomes basocellulaires. Quelles sont, dans les pays riches, les causes reconnues des cancers de la prostate chez l'homme? Eh bien d'abord c'est l'âge, ensuite les pesticides, parce que les pesticides ressemblent dans nos organes aux hormones, c'est ce qu'on appelle des hormones-like, et donc on sait que le cancer de la prostate est un cancer hormonodépendant, et l'utilisation abusive des pesticides se retrouve dans le lait de vache, et la consommation excessive des laitages de vache donne une concentration accrue de pesticides dans nos cellules qui ressemblent aux hormones et qui peuvent favoriser la cancérisation des cellules de la prostate chez l'homme. Et on sait de plus que dans les produits laitiers de vache, il y a des facteurs de croissance tumorale qu'on appelle IGF-1. Et d'ailleurs, les pays qui consomment le plus de lait de vache sont les pays dont les habitants ont la taille la plus grande, notamment en Hollande, avec une augmentation importante des cancers du sein et de la prostate dans ces pays. Et puis, l'alimentation carencée en oxydants favorise également ces cancers de prostate. La cause on verra ensuite les causes des différents autres cancers, mais c'est très important de savoir cela, car cela va vous rassurer. Seulement 10% des cancers sont d'origine génétique et 90% sont dus à notre environnement. C'est très intéressant ça, parce qu'on ne peut pas modifier ses gènes, mais on peut modifier son environnement. Et l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Tous les facteurs de notre mode de vie et de notre environnement qui peuvent moduler dans notre corps l'expression des gènes. Et vous allez voir pourquoi. Quels sont les cancers génétiquement reconnus dans nos pays occidentaux? C'est d'abord le cancer du sein chez les femmes porteuses du gène BCRA1 et BCRA2, qui, chez les femmes qui ont ce gène, il peut exister un risque accru de développer un cancer du sein. Et on se rappelle le cas un peu dramatique de Angelina Jolie qui s'est fait réaliser une mastectomie bilatérale car elle portait ce gène. Personnellement, je suis contre cette mutilation qui est d'abord qui fait porter un risque opératoire, qui est mutilante symboliquement pour la femme. Vous faites couper les deux seins parce que vous avez ce gène, alors que vous allez voir, la médecine environnementale que je vous propose permet justement de diminuer l'influence de ces gènes et de diminuer considérablement le risque de développer un cancer. J'ai une patiente qui était venue me voir, je lui avais dit cela et malheureusement, elle a écouté les chirurgiens qui lui ont fait peur et elle s'est fait enlever les deux seins. Alors que l'on aurait pu, par l'alimentation, par des compléments, par un mode de vie respectueux, éviter l'apparition du cancer. Donc ce n'est pas parce que vous avez ce gène BCRA1, BCRA2 dans votre sang que vous allez développer à 100% un cancer du sein. C'est faux. Comme si votre grand-mère et votre mère avaient eu un cancer du sein à 50 ans, ça ne veut pas dire que vous allez développer un cancer du sein à 50 ans. Non. Vous pouvez, je vous l'ai montré dans les modules précédents, que votre façon de vivre, votre mode de pensée, votre façon de vous nourrir, eh bien, peut diminuer considérablement ces liens psychogénéalogiques, mais aussi génétiques, de développer un cancer. Il existe aussi deux autres types de cancers génétiques. Le sarcome osseux d'Ewing, qui touche plutôt les enfants et les adolescents, c'est un cancer des os qui touche plutôt le fémur et le genou, avec un facteur de transcription génétique EWS FLI1I.
et la leucémie myéloïde chronique, où on retrouve une protéine d'Abelson, etc. Il y a d'autres cancers génétiques, mais je vous ai cité les 3 les plus fréquents, et notamment le cancer du sein dû à ces 2 gènes. Les causes environnementales, les causes épigénétiques, représentent 90% des causes, et c'est ce que nous allons voir ensemble, car vous pouvez jouer sur ces causes, et donc nous avons la possibilité à 90% d'augmenter ou de diminuer l'apparition d'un cancer. Et ça, c'est une espérance incroyable, c'est une très bonne nouvelle, car le cancer n'est donc pas une fatalité, et ce n'est pas parce que vous avez des risques familiaux de cancer que vous allez développer un cancer. Et je vais vous apprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer les risques de cancer. Eh bien, il faut connaître les vraies causes de ces cancers environnementaux, les vraies causes de 90% des cancers. Eh bien, vous voyez dans ce tableau à droite, ce camembert à droite est représenté à petit peu près les causes, avec le tabagisme qui est exagéré pour moi, qui représenterait 30% des cancers, et l'alimentation déficiente. Mais ça, c'est important pour que vous voyez un petit peu ce camembert à droite et la liste que je mets à gauche qui correspond à la liste qui me paraît la plus réelle, où on retrouve le stress, les pollutions, les radiations, la mauvaise alimentation, les infections virales et bactériennes, les médicaments et les vaccins. Voici quelles sont les principales causes, pour moi, de l'apparition des cancers. Alors, nous allons voir une cause très importante de l'apparition des cancers, comme de l'apparition des maladies chroniques, qui est le stress. Et je vais vous reparler de cette théorie de Rick Hammer, ce médecin allemand, car cette théorie mérite d'être connue. Si vous vivez un stress majeur et que vous le vivez dans l'isolement et que vous n'en parlez pas et que vous ne verbalisez pas ce stress, vous pouvez créer dans votre cerveau un programme de création du cancer qui est une forme de dérivation toxinique de ces stress majeurs pour éviter d'en mourir subitement et d'enquister en quelque sorte par une tumeur qui va se construire ce problème qui va vous faire prendre conscience que vous devez verbaliser, traiter psychologiquement ce stress. Et en traitant psychologiquement ce stress, en le verbalisant, en étant accompagné, vous pouvez faire disparaître ce cancer. Ça existe, c'est factuel. Tous les cancers ne sont pas dus à cette hypothèse, ce qui a valu des soucis au docteur Rick Hammer, mais son hypothèse mérite d'être étudiée et d'être recherchée. Et les stress majeurs, c'est la trahison, la mort subite d'un proche ou une séparation brutale. Ça crée un conflit, un foyer dans le cerveau, ça enquiste le conflit sous forme de tumeur, et si on résout le conflit, on peut faire disparaître cette tumeur. Les pollutions sont une cause majeure, méconnue et souvent oubliée des cancers. Et donc, bien connaître les causes des pollutions, c'est essayer de les prévenir pour éviter l'apparition du cancer. Quels sont les 4 types de pollutions principales qui permettent de développer les cancers? C'est d'abord le tabac. C'est très connu, vous l'avez vu dans ce camembert, c'est surreprésenté. De moins en moins de gens fument, il y a beaucoup moins de tabagisme passif. Les lois qui ont interdit de fumer dans les bars et les restaurants sont de très bonnes lois qui permettent d'éviter ce tabagisme passif qui pouvait affecter autant ceux qui ne fumaient pas que ceux qui fumaient. Les particules fines et l'amiante, les perturbateurs endocriniens et les pesticides. Alors, tabac et cancer. Qu'est-ce que le tabac donne comme type de cancer? Eh bien, fumer plus de 10 cigarettes par jour pendant plusieurs années permet d'augmenter le risque de cancérisation des organes qui sont affectés par cette fumée. D'abord, les cancers ORL, la langue, l'amygdale, le larynx, et ensuite, de façon plus profonde, le poumon, mais aussi la vessie, car les déchets du tabac s'éliminent également par voie urinaire et sont stockés dans la vessie avant d'uriner. Pour les cancers ORL, l'œsophage, la langue, le larynx, on retrouve
une association notamment pour l'œsophage, tabac et alcool, qui favorisent les cancers de l'œsophage. Les particules fines sont les suivantes et sont à l'origine de nombreux cancers du poumon, mais aussi des cancers de la vessie et de cancers du sang. Et ces particules fines sont des particules, comme on le voit sur ce tableau, très très fines. Elles sont représentées à gauche avec une taille microscopique qui leur permet de pénétrer jusqu'au plus profond des alvéoles pulmonaires et de rentrer ensuite dans notre sang pour l'intoxiquer. Quelles sont ces particules fines? Eh bien, c'est le carbone issu des fumées de combustion, les benzopyrènes. Je vous rappelle que quand vous faites un barbecue, vous entraînez avec le grillé la combustion de la graisse qui forme des benzopyrènes qui sont cancérigènes et qui peuvent favoriser le cancer du côlon. Alors un barbecue de temps en temps, oui, mais tous les jours, non. Parce que vous allez vous intoxiquer de substances cancérigènes comme le benzopyrène qui vont aller se fixer sur le côlon, là où stagnent les selles, et petit à petit, si cette intoxication est répétée, si cette pollution est répétée, cancériser la muqueuse du côlon, fabriquer un polype qui va se cancériser et qui va donner le cancer du côlon. Le cancer du côlon est dû en partie à la stagnation par la constipation de polluants comme le benzopyrène. Donc attention à ces cuissons trop fortes qui favorisent dans la cuisson d'huile frelatée ou d'huile trop chauffée dans la poêle ou par les combustions de la fumée du bois ou du charbon de bois sur la viande, transformer les graisses en benzopyrène cancérigènes. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les métaux lourds, les poussières minérales, etc. Toutes ces combustions, tous ces rejets issus de l'industrie peuvent favoriser des cancers quand ces pollutions sont répétées, trop fréquentes, trop chroniques. Enfin, certains pollens, certaines moisissures et d'autres biocontaminants peuvent entraîner à long terme une inflammation et une cancérisation, notamment des organes ORL et pulmonaires. Une cause méconnue, très peu médiatisée, des cancers hormonodépendants, sein, utérus, prostate et testicules, sont les perturbateurs endocriniens. Nous avons appris dans cette dernière partie du XXe siècle que énormément de produits qui étaient issus de méthodes industrielles développées au cours du XXe siècle, eh bien, étaient cancérigènes et pouvaient augmenter la survenue de cancers du sein chez la femme, de l'utérus chez la femme, et de prostate et de testicules chez l'homme. Donc, quels sont ces perturbateurs endocriniens? On retrouve les bisphénols A issus des plastiques, et tout notre mode de vie depuis les années 50 est basé sur l'utilisation abusive des plastiques, les bouteilles en plastique pour conserver l'eau, les biberons, les récipients en plastique pour conserver les aliments, etc., etc., etc. Trop longtemps en contact avec les aliments, le bisphénol A contamine les aliments, nous l'ingérons tous les jours et cela peut perturber nos glandes endocrines et favoriser l'apparition de cancers hormonodépendants. Les phtalates, qui sont retrouvés dans les peintures, les PVC et les jouets pour les enfants, sont également des perturbateurs endocriniens, ainsi que les dioxines issues des combustions industrielles et la chlordécone, qui est ce pesticide largement utilisé dans les Antilles françaises, en Martinique et en Guadeloupe, et qui est à l'origine d'une explosion des cancers de prostate dans ces îles. Et la France a tardé à reconnaître, notamment en Martinique, la cause environnementale de pollution due à cette chlordécone dans l'apparition des cancers de prostate chez les Martiniquais. Enfin, on ne peut pas parler des cancers sans oublier le rôle des pesticides dans l'explosion des cancers chez les agriculteurs, les vignerons et les arboriculteurs
qui utilisent ces produits régulièrement et avec une inhalation, car ils ne se protègent pas assez, soit par la peau, soit par les poumons, de ces pesticides qui se retrouvent dans le sang et qui favorisent ainsi, chez ces professions, l'augmentation du nombre de lymphomes et de leucémies. On pourrait dire que les 3 maladies suivantes, lymphome, leucémie et Parkinson, sont des maladies professionnelles des agriculteurs, des vignerons et des arboriculteurs qui utilisent en excès, sans se protéger, ces énormes bidons de pesticides sur lesquels est figurée une tête de mort. Et finalement, Monsanto et les grandes sociétés qui fabriquent ces pesticides se lavent les mains parce que ce n'est pas eux qui les utilisent. C'est eux qui ont les bénéfices financiers de la vente massive de ces produits, mais qui en meurent, ce sont d'abord ceux qui les utilisent, les agriculteurs, les vignerons et les arboriculteurs. Puis ensuite, les consommateurs qui consomment de façon exagérée des produits trop riches en pesticides. Ne jetons pas la pierre sur nos agriculteurs. Nous voyons qu'ils sont actuellement acculés au désespoir par des mesures qui visent à leur disparition et nous avons besoin d'agriculteurs et de paysans qui permettent de produire des bons produits avec une agriculture de plus en plus raisonnée, si possible bio, qui nous donnera notre indépendance alimentaire. Mon raisonnement est qu'il faut diminuer l'utilisation des pesticides en agriculture et dans notre consommation et dans notre alimentation pour prévenir l'apparition des cancers, mais ne jetons pas la pierre aux agriculteurs qui sont ceux qui nous nourrissent, et notamment en France, nous avons une agriculture, une paysannerie de qualité qui nous fait des produits d'excellente qualité. Je parle de la viande charolaise, de la viande d'Aubrac, de nos légumes et de nos fruits bio, de la diversité alimentaire, de la diversité de l'élevage et des fromages qui existent en France, et ce qui fait notre qualité de vie, mais qui est totalement menacée actuellement par des lois qui visent à effondrer cette production française de qualité au profit de productions du tiers-monde qui ne respectent pas les mêmes normes que nous. Les agriculteurs, les vignerons et les arboriculteurs sont finalement les premières victimes de l'utilisation massive de ces pesticides. Les pesticides dans le corps ressemblent à des hormones et c'est ce qu'on appelle des hormones-like et donc favorisent les cancers hormonodépendants que sont essentiellement les cancers du sein chez la femme et les cancers de la prostate chez l'homme. Et ces pesticides sont lipophiles, ils aiment les graisses et ils se retrouvent donc principalement dans le lait de vache industriel. Donc attention à la consommation excessive de lait de vache industriel. Une vache qui broute au pré, qui ainsi mange de l'herbe et dont l'alimentation n'est pas uniquement une alimentation en stabulation de maïs ou de soja, aura beaucoup moins de pesticides dans son lait et vous pourrez consommer ce lait sans augmenter votre risque de cancer du sein ou de cancer de prostate. Attention, dans le lait de vache, il existe des facteurs de croissance, IGF-1, qui favorisent l'apparition des cancers. Donc, si vous aimez les laitages, alternez les laitages de vache en diminuant leur quantité parce qu'ils concentrent des facteurs de croissance et augmentez la consommation ou équilibrée par la consommation de lait de brebis, de chèvre, d'ânesse ou de lait végétaux. Mais je pense personnellement qu'à partir d'un certain âge, de 30 ans, on n'a plus besoin de consommer de laitage et il faut passer aux boissons plus antioxydantes comme le thé vert, les tisanes ou l'eau, ou le café sans sucre. Alors, les pesticides, c'est intéressant de faire un peu cet historique, puisqu'ils sont à l'origine de la multiplication des cancers dus aux effets mutagènes de mutations et hormonaux des pesticides. Et c'est intéressant de voir que les pesticides font partie de la famille du zyklon B, que les nazis avaient utilisé dans leur chambre à gaz. Et cet insecticide est un raticide s'est avéré le plus efficace pour l'extermination de masse.
Et en fait, ces pesticides sont issus de la guerre de 1940 et ont été fabriqués en masse par Bayer, BASF, Agfa, Hoechst, qui étaient représentés dans le conglomérat IG Farben. Donc ces pesticides ont une histoire et un passé plutôt sombre, et qu'il faut bien comprendre qu'il y a un lien entre les guerres et notre système agro-industriel, puisque les 3 innovations qui ont permis le développement du système agro-industriel, ce sont les engrais de synthèse développés par Fritz Haber en 1908, qui synthétisent l'ammoniac destiné aux armées. Deuxièmement, les pesticides, dérivés des gaz de combat de la Première Guerre mondiale. Et enfin, le tracteur, issu des chars de combat de la Première Guerre mondiale. Avant 1915, il n'y avait pratiquement pas de tracteurs. Et à la fin de la guerre de 1914, il y avait déjà 250 000 tracteurs. Donc il y a un petit parallèle entre la guerre et ce système agro-industriel, engrais de synthèse, pesticides, tracteurs. Il faut que l'on sorte petit à petit de ce système agro-industriel pour aller et retourner, si possible, vers une paysannerie de qualité avec des circuits courts où à la fois le paysan sera protégé et le consommateur sera sûr d'avoir une alimentation de qualité avec moins de produits toxiques. Enfin, un véritable tabou, ce sont les OGM, que j'appelle moi CPB, clones, pesticides, brevetés. Pourquoi clone, pesticides, brevetés? Clone, parce qu'un OGM, c'est une copie d'une plante qui a fait l'objet d'un dépôt auprès d'une instance officielle. Pesticides, car 99% des plantes transgéniques produisent un herbicide ou absorbent un herbicide sans en crever. Et breveté, car cela empêche l'agriculteur de ressemer la graine qu'il a achetée, donc cela crée un marché. Eh bien, ces OGM, ces clones pesticides brevetés, sont dangereux car c'est une confiscation du vivant au profit d'une caste de multinationales avec des paysans piégés et des consommateurs floués. Et là, on le voit actuellement, en 2024, la révolte des paysans européens et notamment des agriculteurs français, et on le découvre à l'occasion de la révolte, et c'est intéressant de le savoir, puisque si l'on veut prévenir les cancers, il faut que nous ayons une nutrition de qualité. Or, la nutrition, elle passe par une agriculture et une paysannerie de qualité qu'il faut protéger. Et nos agriculteurs français disent « nous produisons de la qualité qui est maintenant exportée en Chine, nos viandes de qualité qui ont des normes draconiennes sont exportées en Chine et on importe d'Amérique latine, de Nouvelle-Zélande, d'Ukraine, des produits qui ne respectent absolument pas nos normes de qualité. » Donc finalement, les agriculteurs et les consommateurs sont doublement floués car on importe des pesticides, des aliments trop riches en pesticides, qui sont interdits chez nous, qui vont se retrouver dans notre alimentation, dans nos cellules, et des OGM qui sont interdits chez nous. Donc finalement, c'est très important de comprendre que si nous réfléchissons tous à la cause des cancers, nous avons tous les moyens de changer, d'abord personnellement, mais aussi collectivement, pour maintenir une alimentation de qualité qui puisse prévenir les maladies. Enfin, dans les cancers environnementaux, vous retrouvez les radiations. Méconnaître les radiations dans l'apparition des cancers, c'est faire faux bond. Et dans ces radiations, vous avez toute une liste ici que je vous explique, qui est importante, les rayons X. Je suis radiologue, je connais bien le danger des rayons X. Quand nous faisons de la radiologie interventionnelle, nous mettons un tablier plombé, des lunettes plombées et un collier pour protéger nos yeux, notre thyroïde, notre corps et notamment nos testicules ou nos ovaires des excès des rayons X qui sont, s'ils sont trop reçus par le corps, favorisent des cancers et favorisent la mutation de nos gènes. Eh bien, les deux examens
les plus irradiants en médecine sont les mammographies quand elles sont répétées et les scanners. Et vous verrez dans le module suivant, je vous parlerai longuement des mammographies, de leur intérêt et de leur danger. Attention à ne pas répéter des scanners inutilement et vous avez des alternatives, l'échographie ou l'IRM. Les rayons gamma sont ceux qu'on utilise dans la radiothérapie. Alors la radiothérapie est utilisée pour tuer des cellules cancéreuses, mais elle peut aussi favoriser autour la mutation et l'apparition d'autres cancers. Donc, il faut discerner et bien poser les indications si on doit vous faire une radiothérapie. Les accidents nucléaires, Tchernobyl et Fukushima, ont augmenté dans leur périphérie le taux de cancer, notamment de cancer de la thyroïde. Et l'explosion des cancers de la thyroïde en Europe est peut-être due aussi à ce nuage qui ne s'était pas arrêté à la frontière, comme l'avait dit un ministre à l'époque. Nous avons été, notamment l'Est de la France et la Corse, pollués par le nuage radioactif de Tchernobyl. Le radon est ce gaz radioactif naturel qui se retrouve dans le massif armoricain, en Bretagne, mais aussi dans les caves non aérées et qui peut favoriser chez certaines personnes, dans des maisons, des cancers. C'est ce qu'on appelle la médecine de l'habitat ou la géobiologie. Donc attention, il y a des maisons à cancer. Je vous donne un exemple. Quand je cherchais à une maison au Pays Basque, nous avons cherché longtemps avec mon épouse, nous habitions à l'époque dans les Hautes-Pyrénées, et un jour mon épouse me fait venir des Hautes-Pyrénées car elle avait repéré une maison qui lui plaisait, qui était certes très belle, qui était sur une colline, mais en arrivant devant la maison, j'ai dit à mon épouse, nous ne vivrons jamais dans cette maison. Pourquoi? Elle est belle, il y a une belle vue, etc. Pourquoi? Il y a une ligne à haute tension à moins de 100 mètres de la maison. Je ne vivrai jamais dans cette maison, car la proximité d'une ligne à haute tension peut favoriser des leucémies et des lymphomes et d'autres cancers dus à la pollution électrique de ces lignes à haute tension. Donc attention à la pollution électrique, les lignes à haute tension, ce n'est pas le plus fréquent, mais la pollution électrique chez vous. Je vous déconseille vivement de dormir avec, sur votre table de nuit, un radio-réveil électrique, une lampe de chevet électrique et votre appareil portable, GSM, ouvert, que vous n'avez pas mis en mode d'avion. Vous aurez ainsi toute la nuit près de votre cerveau une pollution électromagnétique qui non seulement va affecter le rythme de vos ondes cérébrales qui vous permettent de bien récupérer, de bien rêver, mais va peut-être favoriser, si la pollution est répétée, l'apparition de cancers, notamment de cancer du cerveau. Quand vous téléphonez, ne collez jamais votre appareil ici sur l'oreille, puisque l'os le plus fin du crâne est l'os temporal, ici. Et donc, vous émettez des radiations dans la partie temporale de votre cerveau qui, si vous répétez les communications et la pollution électromagnétique, peut favoriser l'apparition de cancers du cerveau, qui sont des cancers en augmentation dans nos pays. Donc, attention à cette pollution électrique. Ayez plutôt une lampe frontale pour lire, si vous aimez, comme moi, lire le soir avant de vous coucher pour vous mettre dans votre cycle de sommeil. N'ayez pas de radio réveil électrique, mais un petit réveil à pile. Et ne mettez jamais votre portable sur votre table de nuit, le plus loin possible. Et pour votre Wi-Fi, eh bien, achetez un petit minuteur et vous réglez dans la nuit l'arrêt du passage du courant électrique dans votre box Wi-Fi qui va de facto éteindre la box et éteindre ce signal Wi-Fi qui, à long terme, peut provoquer des cancers. Donc, faites attention à cette pollution électrique, à cette pollution électromagnétique, dont on sait qu'elle peut favoriser l'oxydation et l'apparition de cancers. Et puis enfin, les rayons UV, utilisés en excès, c'est-à-dire si vous êtes citadin, que votre peau est blanche, que vous avez une carnation plutôt blanche, des cheveux blonds ou roux, et que vous allez vous mettre d'emblée au mois d'août de midi à 2 heures au soleil brutalement,
et que vous n'avez pas l'habitude de consommer des antioxydants, c'est-à-dire des fruits et des légumes colorés, eh bien là, vous risquez le coup de soleil brutal qui, si ces coups de soleil sont répétés, vont entraîner une oxydation, une agression de votre peau, favoriser l'apparition du mélanome, qui est un cancer gravissime, mais qui est un cancer qu'on peut prévenir. Donc, quatrième cause des cancers environnementaux, et là vous avez la main, on a tous la main, c'est l'alimentation, c'est la nutrition santé. Alors, qui parle de la mauvaise alimentation et du cancer? Qui en parle vraiment? Peu de gens en parlent vraiment, parce qu'on a des idées reçues. 90% des gens pensent que le cancer est d'origine génétique et qu'on ne peut rien faire, ou que le tabac et l'alcool est le risque principal. Et moins de 50% des gens pensent que leur alimentation peut avoir une influence sur le risque de développer un cancer. Ce sont des idées reçues totalement fausses. Vous avez vu que c'est seulement 10% des cancers qui sont d'origine génétique et non pas 90%. Et 90% des cancers sont dus à l'environnement, à votre mode de vie, votre façon de vivre et de vous nourrir. Et vous avez la main là-dedans. Je vous donne un exemple. Quand vous pensez que les cancers sont d'origine génétique, eh bien vous allez voir, les exemples que je vais vous donner déprouvent le contraire. Les Japonaises, au Japon, ont 10 fois moins de risque de cancer du sein que les Américaines. Et vous prenez une Japonaise qui migre à Hawaï. Elle migre d'une île à une autre île dans le Pacifique. Mais Hawaï, c'est les États-Unis. Et si elle se met à manger comme les Américaines, au bout de 10 ans, elle a le même risque de cancer du sein qu'une Américaine alors qu'elle a des gènes de Japonaise. Donc finalement, ce n'est pas les gènes qui font le cancer, c'est le mode de vie et c'est l'alimentation. Un Africain d'Afrique a plus de risques de cancer du foie. Il migre en Europe, il se met à manger comme les Européens, il aura les mêmes risques de cancer que les Européens alors qu'il a des gènes d'Africains. Et un Africain d'Amérique, eh bien, qui mange comme un Américain, il a la même incidence de cancer de la prostate que les Blancs, alors qu'il n'a pas les mêmes gènes et qu'il ait une couleur de peau différente. Donc, ce n'est pas nos gènes qui sont à l'origine du cancer, je vous ai montré que c'était 10%. C'est notre mode de vie et l'alimentation est capitale pour avoir ou ne pas avoir un cancer. L'impact de la nutrition sur le cancer, c'est 30% des cancers en général et 90% des cancers digestifs. Et oui, notre alimentation transite par notre bouche, notre œsophage, notre estomac, notre intestin grêle, notre côlon. Culture et nutrition, vous allez voir qu'on n'a pas la même approche selon qu'on soit un occidental où on pense que l'alimentation est surtout vue comme un apport en calories et en vitamines. Alors qu'en Asie, l'alimentation a toujours été associée au maintien de la santé. Et d'ailleurs, une des meilleures diététiques pour ne pas tomber malade, c'est la diététique asiatique et notamment japonaise. Et on retrouve dans l'île d'Okinawa la plus forte proportion de centenaires au monde, qui est en partie due à leur alimentation équilibrée. En Occident, il y a 3 fois plus de cancers qu'en Asie parce que nous consommons beaucoup plus de protéines et de graisses animales, beaucoup plus de viande rouge et de produits laitiers, et beaucoup moins de fruits et de légumes. Alors qu'en Asie, où il y a 3 fois moins de cancers, on a vu que ce n'était pas dû aux gènes, ils consomment beaucoup plus de protéines végétales, notamment de soja. Attention, ce n'est pas du soja OGM brésilien. C'est du soja non trafiqué, non transformé. Beaucoup plus de poissons que de viande et beaucoup plus de fruits et de légumes. Donc déjà dans ce tableau, vous pouvez voir ce que vous pouvez faire à droite pour diminuer un peu votre risque de cancer. Notre alimentation actuelle, en fait, elle est extrêmement récente dans l'histoire de l'humanité. Si vous prenez ce graphique, vous voyez qu'à gauche, vous avez l'apparition des hominidés il y a 15 millions d'années, les chasseurs-cueilleurs au milieu, et puis il y a 300 000 ans, apparition de la cuisson, et puis il y a 200 000 ans,
l'apparition d'Homo sapiens. Et à droite, vous voyez notre histoire récente. Il y a 7000 ans, apparition de l'agriculture dans le croissant fertile. Et puis, il y a seulement 80 ans, industrialisation. Donc l'industrialisation qui représente une tête d'épingle dans cette immense histoire de l'humanité, qui est une période extrêmement récente, très courte dans notre histoire de l'humanité, est en train de détruire les fondements même de notre culture alimentaire. Donc vous pouvez prendre à peu près le 1er janvier, c'est l'apparition des hominidés, et le 31 décembre à 19h, minuit, moins 3, eh bien, c'est alors, attends, là, j'ai fait une connerie, 31 décembre, 31 décembre, à minuit, moins 3, ouais. Voilà, je reprends. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, le 1er janvier, sur une année complète, c'est l'apparition de l'humanité, et le 31 décembre, à minuit, moins 3, c'est l'apparition de l'industrialisation. Dans notre histoire de la nutrition humaine, c'est rien du tout. Mais ce rien du tout, ces 80 ans d'industrialisation, sont en train de détruire les fondements même de notre culture alimentaire. Ce que nous appelons fruits ou légumes est le résultat d'une sélection sur une période de 15 millions d'années. Donc, prenez conscience que votre alimentation, eh bien, peut vous faire apparaître un cancer ou vous diminuer considérablement l'apparition de votre cancer. C'est ça qui est le plus important à retenir. J'ai la main, je peux changer, donc je peux diminuer mon risque de cancer. C'est une excellente nouvelle. 5e cause de cancers environnementaux, ce sont les virus et les bactéries, qui touchent surtout le tiers-monde et les pays pauvres, surtout en Afrique et en Amérique latine, et qui nous concernent un peu moins, nous les Occidentaux. Notamment le papillomavirus, qui est à l'origine des cancers du col utérin, qui sont des cancers extrêmement fréquents dans ces pays d'Afrique et d'Amérique latine, peut-être par la promiscuité sexuelle, par l'absence d'hygiène, mais qui peuvent affecter aussi les femmes des pays occidentaux. Et l'on insiste énormément dans les pays occidentaux sur la vaccination contre le papillomavirus pour prévenir l'apparition de ces cancers. Je suis contre cette idée, car les vaccinations, vous le verrez, entraînent des effets secondaires et une oxydation, une suroxydation, qui augmente ensuite le risque de développer un cancer. Pour éviter l'apparition du cancer du col utérin, c'est l'hygiène intime qui est importante et d'éviter le vagabondage sexuel. C'est donc une question plus de mode de vie. À vous de respecter ce mode de vie qui respecte votre col utérin, plutôt que d'éviter le recours à des injections artificielles aux nombreux effets secondaires. Et notamment dans les campagnes massives de vaccination des jeunes adolescentes contre le papillomavirus qui a eu lieu dans les années 2000, moi je m'étais opposé à ce que mes filles soient vaccinées, alors qu'il y avait une pression folle. On a vu se développer chez les adolescentes des cas de narcolepsie, catalepsie dramatique, c'est-à-dire d'être prises de crises du sommeil, comme la maladie du sommeil en pleine journée, chez des adolescentes qui jusque-là étaient en bonne santé et qui avaient reçu auparavant ces vaccins contre le papillomavirus qui ne sont pas du tout anodins. Ensuite, le virus de l'hépatite B est à l'origine de nombreux cancers du foie, mais pas chez nous, surtout dans les pays pauvres. J'ai travaillé pendant 2 ans au Yémen, où j'étais radiologue et faisais de l'échographie, et le premier cancer que je diagnostiquais, on disait en arabe, el-kebid marid, le foie est malade, les Yéménites savaient, ils montraient ici, en disant qu'ils étaient au courant que leur maladie était grave, qu'il y avait pour eux une forte de fatalité, et les cancers du foie au Yémen et dans les pays
d'Afrique et d'Amérique latine sont dus au virus de l'hépatite B associé à l'usage massif de pesticides, notamment au Yémen, dans la culture du khat, qui est cette plante verte que l'on mâche et qui sécrète petit à petit des amphétamines et qui permettent de donner un effet euphorisant. Vous avez le bétel en Inde et le khat au Yémen et en Éthiopie, qui sont des drogues douces qui n'entraînent pas d'accoutumance, mais qui peuvent favoriser l'apparition de cancer du foie par les pesticides qui sont utilisés pour protéger ce khat consommé en excès au Yémen et en Éthiopie. Helicobacter pylori, c'est une bactérie que l'on retrouve dans l'estomac et qui est à l'origine de nombreux ulcères de l'estomac, et l'ulcère fait le lit du cancer. Et on s'est aperçu que finalement l'ulcère était une maladie infectieuse et que le cancer pouvait être une maladie, le cancer de l'estomac pouvait être une maladie infectieuse. Et en éradiquant l'Helicobacter pylori, on pouvait ainsi diminuer l'incidence du cancer de l'estomac. Ces cancers de l'estomac sont dus à 3 ou 2 facteurs associés, Helicobacter pylori, une bactérie, et aussi les huiles frelatées qui favorisent l'apparition de ces cancers, ainsi que les conservations par saumure. Enfin, le VIH, le virus du sida, permet l'apparition du sarcome de Kaposi, et notamment l'apparition d'autres cancers par l'immunodépression qu'il induit. Enfin, 6e cause de cancers environnementaux, ce sont les médicaments et les vaccins, et ça c'est un tabou pour la médecine officielle. La pilule et le THS de la ménopause augmentent l'incidence de cancer du sein, ce qui fait que l'on considère maintenant raisonnable de ne pas prendre plus de 5 ans la pilule dans sa vie et d'éviter de traiter la ménopause par cette fameuse pilule qu'on appelle le THS qui comprend des œstrogènes et de la progestérone de synthèse. Eh bien, la ménopause peut se traiter naturellement, elle n'a pas besoin, dans 95% des cas, de ces prises d'hormones, et il n'y a pas que la pilule dans la contraception, car c'est faire porter sur le poids des femmes la responsabilité de la contraception. Il y a d'autres méthodes qui sont plus écologiques et qui sont souvent aussi efficaces et qui permettent de diminuer l'incidence de l'apparition du cancer du sein chez les femmes. Les immunosuppresseurs des maladies auto-immunes, eh bien vous supprimez l'immunité, donc la maladie auto-immune ne s'exprime plus, mais vous augmentez de facto le risque d'apparition de cancer et tout type de cancer. Et enfin, quand vous avez reçu une chimiothérapie pour une maladie de Hodgkin quand vous étiez adolescent, vous avez le risque éventuellement de développer un cancer plus tard à l'âge adulte. Et une chimiothérapie de cancer à l'âge adulte peut laisser apparaître dans un deuxième temps soit le même cancer de façon plus agressive, soit un deuxième cancer. Donc vous voyez que ces médicaments qui sont très puissants doivent être utilisés avec discernement pour essayer de diminuer l'apparition de ces cancers. Enfin, c'est Michel de Lorgeril, un cardiologue et chercheur reconnu du CNRS, qui a publié énormément d'articles sur le danger des statines en disant que, dans un livre fameux, dites à votre médecin que le cholestérol est innocent, il vous soignera sans médicaments. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Le cholestérol est l'hormone de la vie. Et on ne lutte pas impudemment contre le cholestérol en le baissant artificiellement par ces médicaments qu'on appelle des statines. Et voilà ce que dit Michel de Lorgeril. Je vous le dis texto, car je suis à 100% d'accord avec ce qu'il dit. Plus votre taux de cholestérol est bas, plus votre risque de cancer augmente. Donc, moi, je vérifie dans les prises de sang et de temps en temps, quand je vois le cholestérol à 50, je dis « Ouh là là, là il est trop bas, donc vous n'aurez pas assez de cholestérol, de vitamine D, donc augmentez votre taux de cholestérol en mangeant un peu plus un œuf à la coque tous les matins, c'est parfait. » Et ce n'est pas dangereux pour votre santé. Tous les traitements anti-cholestérol augmentent le cancer. Il faut à peu près 15 ans de tabac pour développer un cancer.
et seulement 3 ans de statine pour développer un cancer. Donc finalement, les statines sont 3 fois plus cancérigènes que le tabac ou l'amiante. Et c'est l'essai Prosper qui l'a démontré. En France, on meurt environ d'infarctus à 70 ans, et plutôt de cancer à 55 ans. Donc en espérant se protéger avec les statines d'un infarctus qui survient en moyenne à 70 ans, eh bien ce que l'on fait vraiment, c'est précipiter ce risque de cancer qui survient à 50 ou 55 ans. Donc attention, si votre médecin vous a prescrit des statines, réfléchissez. Regardez quel est votre taux de cholestérol. S'il est inférieur à 3 grammes, pas besoin de statine. Et rappelez-vous dans les modules précédents ce qu'il faut faire pour diminuer le risque des maladies cardiovasculaires. Eh bien, ce ne sont pas les statines, ce n'est pas le taux de cholestérol, c'est la qualité des graisses. Donc augmenter les graisses polyinsaturées et diminuer les graisses saturées. Et éviter de prendre des statines. Très intéressant maintenant comprendre la bioélectronique de Louis-Claude Vincent et les cancers, car c'est une approche très subtile et peu abordée même en médecine naturelle et en médecine naturopathique. La bioélectronique de Louis-Claude Vincent, qui est un Français, un chercheur, qui dès les années 50, 60, 70 a développé sa technique qui est passionnante, c'est qu'au point de vue électrochimique, l'état de santé correspond à un équilibre. Tous les liquides physiologiques, dont le sang, ont ainsi des propriétés réductrices, c'est-à-dire antioxydantes, avec des paramètres d'oxydoréduction équilibrés. Pour bien comprendre, vous avez ce schéma à droite. Et vous voyez une ligne verticale en haut, oxydation, en bas, réduction. Donc, réduction en bas, il y a suffisamment d'électrons. Et une ligne horizontale, à gauche, acide, à droite, alcalin, et c'est le pH 7 équilibré au milieu. Et vous avez un espèce de ballon de rugby ovale qui représente les limites vitales du sang. Et dans ce ballon de rugby ovale beige, vous avez au centre, un peu décalé à gauche, les paramètres d'équilibre du sang. Et vous voyez que c'est plus du côté réduction, donc en bas, donc un sang qui est réducteur, donc antioxydant, et plus un peu du côté alcalin. C'est ça les paramètres biochimiques, électrochimiques de santé du sang. Que la salive est plutôt à gauche du sang et que vous devez rester dans ces valeurs quand on mesure par des appareils spécifiques le pH et le potentiel d'oxydoréduction de votre sang. Des milliers d'études ont été faites sur le sang, la salive et l'urine. Et ont démontré que le cancer apparaissait quand les limites de santé du sang se déplaçaient en haut à droite, c'est-à-dire vers l'oxydation. Et donc, quand le sang perd ses électrons, ça veut dire qu'il s'oxyde, et donc vous avez un risque supplémentaire de développer un cancer. Et je vous ai bien parlé dans les risques de maladies chroniques de l'oxydation. L'oxydation, elle rouille. Il n'y a plus assez d'électrons, ça rouille. Et ça favorise l'apparition du cancer. Et avant l'apparition du cancer, vous voyez dans ce tableau avec les flèches, entre la santé en bas et le cancer en haut à droite, vous avez une ligne progressive où votre sang ne s'oxyde pas du jour au lendemain. Il faut une dizaine d'années pour que le sang s'oxyde. Eh bien, dans cette dizaine d'années, dans cette ligne de la santé vers le cancer, vous avez une ligne intermédiaire qui s'appelle les thromboses, les phlébites. Et donc, les phlébites sont dus à une oxydation et une inflammation du sang. Et les phlébites et les thromboses sont un signal d'appel du cancer. Donc, devant toute phlébite, devant toute embolie pulmonaire, votre médecin doit faire rechercher un cancer par biologie et imagerie. Et s'il ne le fait pas, il faut lui demander. C'est très important. Si vous avez une phlébite, ça peut être un point d'appel du cancer. Donc,
quand on vous a diagnostiqué par échodoppler une thrombose veineuse, il faut d'abord soigner cette thrombose veineuse, mais ensuite il faut faire tout un bilan par des examens biologiques, notamment des marqueurs, et par des examens d'imagerie, échographie thyroïdienne, échographie de prostate, scanner thoraco-abdominopelvien, etc., pour rechercher à tout prix un petit cancer. Car l'oxydation progressive favorise d'abord les phlébites et les thromboses et les embolies pulmonaires, et ensuite les cancers. Donc finalement, quel espoir de savoir tout cela? Que les cancers sont seulement génétiques dans 10% des cas, et que dans 90% des cas, c'est l'épigénétique, donc l'environnement, qui est à l'origine de nos cancers, et on peut agir là-dessus. Donc, c'est le véritable bonus de cette formation, c'est qu'en modifiant notre environnement, on module notre génétique en abaissant notre risque familial de cancer. Donc, finalement, connaître ces 6 causes principales de cancer, ça vous permet de savoir comment vous pouvez prévenir l'apparition des cancers, qui est ce que j'appelle la prévention primaire le plus important. Eh bien, je résume, quand vous aviez du stress, eh bien, il faut suivre votre fil rouge. Quand vous avez des pollutions, il faut avoir un environnement plus sain. Face aux radiations, eh bien, il faut s'en prémunir. De la mauvaise alimentation, vous passez à l'alimentation santé. Pour vous protéger des virus et des bactéries, eh bien, vous prenez des probiotiques. Et pour éviter de consommer trop de médicaments et trop de vaccins, eh bien, vous avez une alimentation santé et vous utilisez en première instance la médecine naturelle. Le régime pro-cancer, quel est-il au niveau alimentation? Eh bien, c'est trop de tabac, trop d'alcool fort, trop de café, trop de viande rouge, trop de laitage de vache, trop de sucre raffiné et d'édulcorants, trop de céréales et d'huile raffinée, trop de plats industriels, trop de cuisson trop forte. Donc retenez bien cette liste. Si c'est votre alimentation, il faut absolument que vous la changiez. Et il faut passer plutôt à un régime crétois ou asiatique avec une restriction calorique, c'est-à-dire manger moins, se lever de table en ayant faim, pratiquer le micro-jeûne du soir et les eaux peu minéralisées, non oxydées. Le régime asiatique est le régime où il y a le taux de cancer le plus faible au monde. C'est un régime hypocalorique, pauvre en glucides, riche en fibres et antioxydants. Le socle du régime d'Okinawa, c'est des fruits et des légumes, des algues, des soupes, des produits issus du soja, peu caloriques et rassasiants. Le régime crétois est le meilleur en Europe, avec d'autres régimes méditerranéens qui sont moins efficaces, car en Italie, il y a trop de pâtes et de pizzas, en Espagne, trop de friture, au Maghreb, trop de sucre. Donc finalement, le régime crétois, qui est le suivant, est un régime à suivre si vous voulez éviter l'apparition des cancers. C'est des fruits frais et des fruits secs coupe fin, des légumes frais, de l'huile d'olive et du citron, des légumineuses germées ou non, des céréales complètes, poissons et fruits de mer 2 à 3 fois par semaine, des viandes blanches, fromage brebis ou chèvre non pasteurisé et un verre de vin à chaque repas. C'est ça le régime crétois, qui est un régime où il y a le moins de cancers. Et il est plus adapté à notre civilisation occidentale que finalement les régimes asiatiques qui sont plus adaptés à la culture asiatique. Mais vous pouvez mélanger les deux. Et vous pouvez mélanger aussi notre régime du sud-ouest français, puisque l'on sait que le canard est équivalent à l'huile d'olive. Ce sont les oméga 9 qui sont intermédiaires. Et que le vin que l'on consomme en France est non seulement un antioxydant, notamment dans le vin rouge, qui prévient le cancer, mais un superbe anxiolytique. Et malheureusement, en France, nous avons diminué considérablement notre consommation de vin, qui était un superbe anxiolytique, pour augmenter considérablement la consommation des psychotropes, dont nous sommes les champions du monde. N'oubliez pas l'eau de boisson, qui est souvent oubliée dans l'alimentation. Ben, dans l'alimentation, il y a le solide et le liquide. Et l'eau, c'est 60% du corps. Donc, évitez de consommer trop d'eau du robinet qui est chlorée et ozonée.
et qui est donc une eau oxydée qui favorise l'apparition des cancers. Et préférez donc les eaux peu minérales, Volvic, Montroucou, Mont-d'Or, Montcalm. Et si vous n'avez pas possibilité d'avoir ces eaux de boisson, eh bien filtrez l'eau du robinet déjà avec un filtre à charbon. L'eau osmosée, c'est possible, mais il faut la reminéraliser, la revitaliser par de l'argile, un peu de sel complet, un pot en terre, une agitation, une matérialisation, etc. Bref, ne négligez pas l'eau du robinet. Vous avez ici, selon la technique de Masaru Emoto, l'analyse des cristaux d'eau congelée, eh bien, l'eau du robinet de Paris en haut qui est totalement déstructurée et l'eau de Lourdes en bas qui forme un magnifique cristal harmonieux qui va harmoniser vos cellules et vous donner la santé. Il y a eu un très bon livre qui a été publié il y a quelques années, Les aliments contre le cancer, que je vous résume ainsi. Ce sont les choux, ail, oignons, épices, curcuma, tomates, les petits fruits rouges, les agrumes, le soja, le thé vert, le chocolat noir, le vin, les oméga 3. Finalement, c'est pas triste tout ça. C'est plein de super aliments. Eh bien, si vous consommez régulièrement ces aliments, vous allez quotidiennement donner à vos cellules des molécules apportées par ces aliments qui seront beaucoup moins toxiques que la chimiothérapie et qui feront une microchimiothérapie naturelle préventive du cancer du sein. Si vous voulez plus d'informations précises sur la nutrition santé, vous pourrez vous procurer ce livre, L'alimentation, la première médecine, où je traduis mon expérience de 20 ans de pratique de radiodiagnostic et de 20 ans de pratique de médecine naturelle en vous disant quels sont les dangers de tel type d'alimentation et quels sont les bienfaits de tel type d'alimentation. Je vous remercie d'avoir suivi ce module passionnant sur la prévention primaire des cancers et nous allons passer dans le module suivant sur la prévention secondaire des cancers. Attention au surdiagnostic de cancer. À bientôt.